Et ben on enchaîne. Allez. Alors, ça c'est une fois qu'on a un peu dégagé tous les éléments de contexte, qu'on a épuré la situation. Si on revient à tout ce qu'on a dit depuis le début, vous avez un premier milieu qu'on appelle le milieu 1, un deuxième milieu qu'on appelle le milieu 2. Le rayon incident, c'est comme ça qu'on appelle le côté par lequel la lumière arrive. C'est représenté par la flèche qui est ici. Vous avez un rayon réfléchi qui est le résultat du phénomène de la réflexion. Vous avez un rayon réfracté qui est le résultat de phénomène de réfraction. Et tout ça, ça se passe autour du point d'impact, entre guillemets, de la lumière sur la surface de séparation entre le milieu 1 et le milieu 2. Cette surface, on l'appelle le dioptre. Et donc ici, vous avez les deux phénomènes qui sont représentés. Le rayon incident, rayon réfléchi, c'est le phénomène de réflexion. Rayon incident en rayon réfracté, c'est le phénomène de réfraction. Voilà. Les angles, ils changent de nom à chaque fois. Parfois on a I1, I2, R. Parfois on a I, I', R. Parfois on a I1, R1. Ça change tout le temps, donc il faut faire attention. Il faut plutôt repérer à la place le nom de ces angles. Celui-là, c'est l'angle d'incidence. C'est l'angle entre le rayon incident et la normale. Celui-là, c'est l'angle de réflexion. Et I2, c'est l'angle de réfraction. Voilà, essayez plutôt de vous caler sur des termes complets que sur des lettres qui vont peut-être faire un peu perdre le sens. Alors bien sûr, il y a plein de gadgets qui ont été construits pour étudier ça en laboratoire. Voilà quelques exemples. C'est un petit boîtier qui émet un rayon laser. On utilise un demi-cylindre en plexiglas en général. Ça permet de constater, ici il y a une réflexion, là il y a une réfraction, réflexion, réfraction, réflexion sans réfraction. Voilà, ça permet en laboratoire d'envisager plein de situations différentes et bien sûr de faire des mesures puisqu'on travaille avec les angles. Donc il faut aussi s'équiper, j'avance, d'un système de mesure de type rapporteur. Et ici, qu'est-ce qu'on a comme milieu ? Si on replace un peu les choses. Je vous mets des flèches, ceux qui en sont, vous essayez de répondre. Ici, on a une surface qui est la surface de séparation entre l'air et l'objet en plexiglas. C'est en effet le dioptre qu'on retrouve ici. On a la droite qui est perpendiculaire au dioptre, c'est la normale. Et on peut constater que les angles, au niveau du rapporteur, on a 0 degré et 0 degré. C'est normal puisque, on l'a dit juste avant, les angles ils sont mesurés à partir de la normale. Donc ici, vous avez un premier angle et là vous avez un deuxième angle à mesurer. Est-ce qu'ils ont la même valeur? Non. Parce que cet angle-là, il vaut à peu près 40 degrés. Et l'autre angle, il vaut à peu près, que je ne me trompe pas, 25 degrés. Le sens de propagation, qu'est-ce que vous en pensez? Droite à gauche ou gauche à droite? Vous voyez ici la partie noire, c'est le support en fait. Et sur ce support, on fait tourner le disque ici. Il n'y a rien de l'autre côté. Donc la lumière, elle arrive depuis la droite et elle va vers la gauche. Donc le sens de propagation, c'est celui-là. Du coup, l'angle qui se trouve ici, c'est l'angle d'incidence, l'angle de réflexion ou l'angle de réfraction? Ok, c'est l'angle d'incidence. Il va être noté I1 aujourd'hui. Donc ici, c'est l'angle, l'autre, celui qui se trouve ici. C'était presque ça, l'angle de réfraction, je vais l'appeler I2. Alors qu'est-ce qu'on fait de ces angles? On peut les mesurer. Est-ce que vous arrivez à voir les valeurs? Je pense oui. L'angle d'incidence, je l'ai complètement repassé par les flèches, mais c'est combien? 40 degrés. L'angle de réfraction, 25 degrés. Donc ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas la même valeur d'angle, d'accord?
c'est pas les mêmes valeurs d'angle d'incidence et d'angle de réfraction, ça correspond bien au fait que la lumière a été déviée à cet endroit-là. Alors maintenant, la question qu'on se pose, c'est quel est le lien entre 40 degrés et 25 degrés. Parce que si on fait tourner un petit peu notre disque, c'est ça le TP qu'on n'aura peut-être pas l'occasion de faire, si on fait tourner un peu notre disque un petit peu par ici, évidemment ça va changer la valeur de l'angle qui se trouve ici, on va passer à 50 degrés par exemple, mais à cet endroit-là, le disque il tourne aussi, la lumière est déviée, on va mesurer quel angle en fait. Et si on continue, on tourne un peu plus par rapport au 0, on tourne un peu moins par rapport au 0. Qu'est-ce que ça donne à chaque fois pour les angles de réfraction qui sont mesurés à cet endroit-là? Donc ça, c'est clairement une activité de TP classique. Donc on fait plusieurs mesures, on collecte les données, on fait un tableau de mesure, on construit des graphiques, on analyse et on réfléchit en fonction des types de graphiques utilisés, et puis on essaie de dégager des conclusions, donc des lois expérimentales. Quand on est bien équipé, on peut refaire avec du matériel un peu du même genre. Ici, c'est pour étudier la réfraction entre l'air et l'eau. Donc il y a une petite cuve, je ne sais plus par où, je crois que c'est par là, on peut verser de l'eau par ici. Donc on remplit en s'appliquant avec de l'eau jusqu'au trait qui est représenté. On a un petit rayon laser qui permet de faire passer la lumière de l'air à l'eau. Et pareil, on mesure les angles. Ici, vous voyez qu'il y a une espèce de demi-cuvette avec des graduations. On peut mettre de l'eau, on peut mettre de l'huile, on peut mettre d'autres liquides pour voir ce qui se passe. Voilà, alors quand on fait tout ça, on obtient les résultats. Alors, la première loi, je passe, on va y revenir tout de suite, mais voilà. Pour la réfraction, voilà, selon qu'on utilise de l'eau, du plexiglas, un type de verre qui s'appelle le verre Flint, ou même du diamant, on n'a pas forcément les mêmes relations entre les angles d'incidence et les angles les angles de réfraction. Néanmoins, il y a un phénomène qui apparaît avec une assez bonne régularité. Alors cette régularité, il faut essayer de la décrire. Alors, pour information, c'est les vraies mesures avec l'eau et le plexiglas que j'avais faites à une époque. Et avec le verre Flint et le diamant, c'est un calcul. Alors cette régularité, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est que, là il faut vous accrocher, quand l'angle d'incidence augmente, donc on passe progressivement de 5, 10, 15, 30, 45, 60 degrés, l'angle de réfraction augmente. Donc les deux augmentent en même temps. Ça c'est un premier résultat. Les angles d'incidence qui sont notés I dans ce graphique et les angles de type R qui sont les angles de réfraction, ils augmentent en même temps. Vous êtes d'accord là-dessus? C'est un premier constat. Quand vous avez un angle, je voudrais le représenter peut-être comme ça. Voilà. Quand vous avez un angle qui augmente, et dans le même temps, vous avez l'autre angle qui augmente aussi. Mais par contre, cette augmentation, elle change. C'est pas toujours la même selon qu'on utilise de l'eau, du plexiglas, du verre ou du diamant. Donc le lien entre les deux, ou la rapidité de l'augmentation, c'est un deuxième résultat qu'il faut noter, c'est que l'augmentation de R, elle dépend du milieu utilisé. C'est un deuxième résultat. Il y a un troisième résultat. Si vous regardez bien, je vais le représenter en noir, c'est que au démarrage, c'est pas tout à fait proportionnel, mais c'est presque proportionnel.
ça va pas forcément beaucoup nous aider, mais vous voyez, sur le début des mesures, vous avez quasiment de la proportionnalité entre les deux angles. Mais assez vite, on perd la proportionnalité. Vous pouvez voir ici qu'il y a un décalage complet entre les droites qui traduiraient la proportionnalité et les mesures qui sont effectuées. Donc ça, c'est un problème parce qu'on ne va pas être très à l'aise pour modéliser mathématiquement une situation qui ne correspond pas à de la proportionnalité. Alors, ce phénomène-là, il a été observé à l'Antiquité, toujours par le même, je crois, Claude Ptolémée. Il avait dit que pour les petits angles, il y avait proportionnalité entre les angles d'incidence et les angles de réfraction, et que pour des valeurs d'angle plus grandes, il n'y avait plus proportionnalité. Et il a fallu attendre quasiment 1000 ans pour qu'on ait la suite de l'explication, de la compréhension. Il y a des gens qui ont eu l'idée de remplacer les angles par les sinus. Et donc, lorsqu'on utilise en représentation les sinus des angles, donc ici on a le sinus de l'angle d'incidence, ici on a le sinus de l'angle de réfraction, et bien lorsqu'on représente le même expérience, le même phénomène avec les sinus, cette fois on a une bonne situation de proportionnalité. Et ça permet d'établir une loi expérimentale qu'on appelle la loi de la réfraction. Donc là, on approche du but. On a deux phénomènes. Je vais remonter d'un seul coup tout en haut. Là, voilà. On a deux phénomènes. Un qui s'appelle la réfraction, un qui s'appelle la réflexion, qui se ressemblent parce qu'à chaque fois, la lumière est déviée de sa direction de propagation, mais qui sont différents parce que dans un cas, il y a changement de milieu, dans l'autre cas, il n'y a pas changement de milieu. Donc deux phénomènes proches, avec un peu la même façon de mesurer, la même approche scientifique, par des mesures d'angle. Et donc ce qu'on arrive à obtenir quand on fait les TP et qu'on travaille dans plein de situations différentes, c'est que on a une première loi qu'on va appeler donc la loi de la réflexion. Cette première loi, elle nous dit, c'est la loi la plus simple, c'est que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Voilà, égalité des deux angles. On peut revenir sur quelques illustrations. Ici, par exemple, il y a une certaine symétrie par rapport à la normale. Sur l'illustration du dessus, la normale est représentée par un pointillé. Donc, on se rend assez bien compte que l'angle d'incidence, c'est la même chose que l'angle de réflexion. Là aussi, pour des angles plus petits. Sur les autres illustrations qu'on avait pu voir, ici c'est bien représenté, égalité de l'angle d'incidence I1 et de l'angle de réflexion R. Et sur l'illustration qui est juste au-dessus, ici par exemple, on avait dit tout à l'heure qu'il y avait deux réflexions. Une réflexion par en dessous la surface de l'eau. Eh bien, si on imagine la normale, que je vais représenter par un pointillé bleu. Voilà. Si on imagine la normale qui est ici, il y a en effet égalité entre l'angle d'incidence, ici, et l'angle de réflexion, là. On a une autre réflexion sur ce dispositif, on a dit tout à l'heure, elle est à peu près autour de ce point correspondant à cette normale. Eh bien, cet angle de réflexion, là, est égal à cet angle d'incidence ici, par rapport à la réflexion qui se produit là. Donc cette loi de réflexion, elle est assez simple à utiliser puisqu'il y a égalité des deux angles. Voilà. Celle qui est plus difficile à utiliser, c'est la loi de la réfraction, parce qu'elle fait intervenir les sinus des angles, et puis une valeur qu'on va beaucoup commenter là, qui est l'indice du milieu. Alors cette relation, il faut la mémoriser sous la forme l'indice N1 multiplié par le sinus de l'angle d'incidence est égal à l'indice du deuxième milieu, donc N2, fois le sinus de l'angle de réfraction. N1 et N2 sont les indices de réfraction du milieu.
ou de chaque milieu plutôt. Voilà, donc ça c'est la loi qui est un petit peu nouvelle et qui est un peu difficile à utiliser, au moins dans les calculs. Voilà, c'est la loi de la réfraction. Alors comment on fait pour mesurer les angles? Eh bien ça on a eu l'occasion de le dire. On a des dispositifs équipés de graduations circulaires qui permettent de mesurer les valeurs d'angle. D'où viennent les valeurs d'indices, N1 et N2? Eh bien, on les détermine expérimentalement. Oui, on va prendre le temps de faire un exemple en tout cas. En fait, ces indices de réfraction, ils correspondent aux coefficients directeurs de chacune des droites qu'on obtient, celle avec le diamant, celle avec le verre, celle avec le plexiglas, celle avec l'eau. Et ce qu'on peut constater, c'est que ici, vous avez peut-être remarqué tout à l'heure, il y a écrit R dans l'air. Si en fait la lumière soi-disant passe de l'air dans l'air, il n'y a pas de changement de milieu. S'il n'y a pas de changement de milieu, la lumière n'est pas déviée et on doit pouvoir constater que si je fais une horizontale ici, je suis à 0,6 et si je trace une verticale ici, je suis aussi à 0,6, donc il y a bien égalité entre les deux grandeurs qui sont représentées si on parle de l'air. Donc il n'y a pas vraiment de déviation. La déviation, elle apparaît lorsqu'on change de milieu. Et c'est lorsqu'on change de milieu qu'on a une valeur d'indice qui est différente de 1 qui intervient dans la loi de la réfraction. Voilà, ça c'est un point un petit peu compliqué. Ce qu'on vient de dire, ça a des applications extrêmement importantes parce que le fait que la lumière soit déviée lorsqu'elle change de milieu, ça peut être très bien utilisé avec un intérêt très important pour beaucoup de gens dans le monde. Déjà, dans ce type d'objet qui s'appelle des lentilles, ici on a une lentille convergente et elle a un effet très particulier sur la lumière. Vous voyez que l'ombre de cette loupe ne correspond pas à l'ombre d'un objet habituel. Vous avez une zone très sombre, ici. Ça, c'est la zone normalement éclairée par la lumière du soleil. Ici, une zone très sombre, et vous avez un point très lumineux au centre. C'est dû à la déviation, au résultat de la déviation, par la forme très particulière de la lentille qui constitue la loupe. Ça permet de concentrer la lumière au centre, ça s'appelle une lentille convergente. Vous avez un autre type de lentille qui a l'effet exactement contraire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette image? Ça, c'est la zone éclairée normalement. Ça, c'est l'ombre normale, c'est la main qui tient la lentille. Et vous voyez qu'il y a deux choses qui sont normales, mais qui sont surprenantes. C'est que déjà, l'ombre de la lentille, directement celle qui correspond à cette zone-là, bon, c'est pas tout à fait un cercle que je dessine avec ce logiciel, mais voilà, la zone qui correspond à ce premier cercle, elle n'est pas aussi sombre que dans la situation précédente. Et il n'y a pas le point lumineux au centre. Et par contre, ce qu'on a, c'est une ombre qui se superpose, ou une zone qui se superpose au pouce, par exemple, ici. Vous voyez que là, c'est l'ombre normale avec une intensité normale, une perte d'éclairement normale. Et ici, c'est un petit peu plus éclairé parce que il y a un petit peu plus de lumière qui est reçue. Et s'il y a un peu plus de lumière qui est reçue, c'est à cause de la lentille qui se trouve ici, qui est un autre type de lentille, qui est la lentille divergente. Alors j'ai un peu les deux à vous montrer là, ça ne va pas être très long. Sur cette première vidéo, c'est une lentille qui concentre la lumière, donc c'est une lentille convergente. Et on constate qu'il y a un point où la lumière est le plus concentrée. Ce point correspondra à ce qu'on appelle le foyer. On en reparlera dans pas longtemps. Et vous avez des lentilles divergentes qui ont cet effet-là. Donc ici, vous voyez, c'est ce dont je parlais. L'ombre du pouce ou l'ombre des doigts est un peu modifiée par le fait qu'il y a un petit peu plus de lumière. Et vous voyez qu'il y a un halo plus lumineux autour de l'ombre normale de la lentille. Voilà. Alors ces lentilles, elles sont super importantes parce que
On les retrouve dans plein d'objets. Par exemple, les lunettes et les lentilles de correction de la vision, les lunettes astronomiques, les microscopes, les appareils photo. Les appareils photo des smartphones, ils ont forcément une lentille pour faire la mise au point. Et ben voilà, ça on aura l'occasion d'en reparler, c'est le chapitre d'après. C'est bien comprendre comment fonctionnent ces lentilles et comment on peut les utiliser et les exploiter dans le monde réel, quoi, pour faire des lunettes par exemple. Bon, ça on y reviendra, on a été un petit peu long là-dessus. Voilà. Je voudrais juste qu'on termine par une application de cette chose-là. Vous l'avez bien en tête, n1 fois sinus i1 égale n2 fois sinus i2. Tout ce qui s'appelle 1, c'est le milieu d'incidence. Tout ce qui s'appelle 2, c'est le milieu de réfraction. On va remonter ici. Alors notre milieu d'incidence, il est numéroté 1, c'est l'air. Alors, chose qui ne se devine pas, c'est que le milieu de l'air, c'est 1. Donc, si j'utilise la première partie de l'égalité n1 fois sinus i1, je vais avoir 1,0, c'est l'indice de réfraction de l'air, fois sinus de l'angle d'incidence. L'angle d'incidence, c'est 40 degrés. Ça, c'est la première partie de l'égalité. La deuxième partie de l'égalité, c'est n2 fois sinus i2. n2, c'est l'indice de réfraction du milieu qui est le plexiglas. Alors, on ne connaît pas sa valeur. L'objectif de ce calcul, c'est de calculer la valeur de n2. La deuxième partie de la relation, c'est n2 fois sinus i2, donc il nous reste fois sinus de l'angle i2 à écrire. Et l'angle i2, c'est 25 degrés. Donc ça nous donne une égalité dans laquelle se trouve une inconnue. L'inconnue, c'est n2. C'est donc une équation à résoudre. Et mathématiquement, si on fait le traitement correct de cette égalité, on va avoir, je vais trouver une petite place ici pour l'écrire, on va avoir que n2, c'est égal. Alors le 1 fois sinus 40, 1 c'est l'élément neutre de la multiplication, je vais l'oublier. Je vais retenir le sinus 40 degrés. Et c'est divisé par le sinus de 25 degrés. Alors après, on a juste à prendre sa machine à calculer. Voilà, j'y suis. Qu'est-ce qu'on a dit comme calcul? Sinus. Est-ce qu'elle est en degrés, la machine, là? On va voir ça. Sinus de 40, sinus de 30, ça fait combien? C'est ça, donc elle est bien en degrés, donc il fallait diviser sinus de 40 par sinus de l'angle 25 degrés. Ça nous donne comme résultat 1,52. Voilà, cette valeur-là, 1,52, c'est l'indice de réfraction du plexiglas. Voilà. C'est comme ça qu'on fait pour déterminer l'indice de réfraction d'un milieu. Il faut utiliser ce genre de dispositif qui rend possible la mesure des angles. On va juste finir par une toute petite chose, et puis on se quittera là-dessus. Cette petite chose, c'est que ici on avait dit que dans le vide, la vitesse de propagation de la lumière, c'était 300 000 km par seconde. On a dit que dans l'air, c'était à peu près la même vitesse de propagation. Mais la question qui se pose, c'est dans les autres milieux. Voilà, parce qu'on a vu dans tout ce chapitre que la lumière se propageait dans d'autres milieux transparents. Et donc la question qui se pose, c'est quelle est la vitesse de propagation de la lumière dans l'eau, dans le verre, dans le plastique transparent, où vous voulez, du moment que c'est un milieu transparent. Est-ce que c'est la même vitesse? Est-ce que c'est une vitesse différente? Eh bien, ce chapitre, justement, il permet de comprendre ou de mettre en avant une idée, c'est que l'indice de réfraction, il diminue
la vitesse de la lumière. Et donc avec l'exemple du plexiglas dont on vient de parler, on a trouvé la valeur N2 qui est égale à 1,52. Ben ça veut dire que dans le plexiglas, la vitesse de la lumière, elle est divisée par 1,52. Concrètement parlant, ça veut dire que ce sera la valeur 300 000 km par seconde divisé par 1,52. Et 300 000 km par seconde divisé par 1,5, ben ça fait à peu près 200 000 km par seconde. Donc, en conclusion de tout ça, dans les milieux transparents, le verre, l'eau, le plastique transparent, la lumière se propage moins vite. Ça se traduit par... ça se caractérise par un indice de réfraction qui vaut par exemple 1,52 pour le plexiglas, qui permet de calculer la vitesse de propagation de la lumière dans ce matériau, et en plus, ces indices de réfraction, leurs valeurs, elles interviennent dans la loi de la réfraction, et ça permet de calculer, je vais revenir une dernière fois sur l'illustration, c'était où? Voilà. Et ça permet de calculer les valeurs des angles des rayons réfractés lorsqu'il y a une réfraction. Donc avec tout ça, on a un petit peu fait le tour. Et donc il y a deux lois, même si là on est allé assez vite, parce qu'on n'a pas fait toute la séance de travaux pratiques. On a une première loi qui est la loi de la réflexion. Changement de direction de propagation de la lumière sans changement de milieu de propagation. Dans ce cas, on a égalité des deux angles, l'angle d'incidence et l'angle de réflexion. Et lorsqu'il y a changement de milieu de propagation, la lumière est déviée de telle sorte que, lorsqu'il y a changement de milieu de propagation, l'angle de réfraction I2 est lié à l'angle d'incidence I1 par la loi de la réfraction, qui est N1 fois sinus I1 égale N2 fois sinus I2. Et quand le premier milieu, c'est l'air, ben l'indice N1, il vaut 1,0 et quelques. Voilà, merci et à bientôt.